Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un tarot. Donc c'est le tarot des petites âmes. Donc la présentation m'avait été demandée il y a déjà longtemps par une abonnée, au moment où j'avais présenté ma décoration d'hiver, donc ça fait 2 mois, 3 mois, ça fait très longtemps. Donc je suis désolée du temps qu'il a fallu pour que cette vidéo soit tournée et qu'elle sorte. Voilà, c'est une période intense pour moi avec la sortie. Il y a eu la sortie de l'album de mon groupe, il y a eu le concert, la promo, donc c'est une période compliquée. D'un point de vue familial aussi, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Je fais au mieux, mais oui, j'ai conscience que ma réponse n'a pas été très rapide, mais bon, elle est là. Je ne sais pas si elle sera toujours utile pour l'abonné. Donc l'abonné, c'était Carotti. J'espère que cette vidéo te sera utile. Bon, dans le pire des cas, je me dis c'est une vidéo qui peut être intéressante pour tout le monde. Donc c'est un tarot qui a été créé par Jeanne Bressan aux éditions Très Daniel. Donc j'imagine dans la collection d'Hervy avec les éditions Très Daniel. Donc c'est un coffret, moi je l'ai acheté chez Filigrane, donc c'est une très grande librairie à Bruxelles. C'est un tarot de Marseille revisité. Donc c'est un Marseille dans le sens où déjà les mineurs, on ne peut pas dire que les mineurs ne sont pas illustrés. Les mineurs sont partiellement illustrés. Il y a quand même, par exemple, le 3 de bâton, ça ne va pas être 3 bâtons. La manière dont les 3 bâtons vont être représentés, il y a des éléments pour nous faire comprendre ce que signifie la carte. Donc, mon avis, c'est que c'est clairement pas un tarot facile, mais je pense que c'est un bon tarot pour s'initier au tarot de Marseille si les personnes sont par exemple habituées au rider et qu'elles se disent j'aimerais bien apprendre le Marseille, mais le Marseille pur et dur, c'est quand même un peu difficile. Je pense que c'est un bon tarot pour faire la transition vers le Marseille. Moi, j'ai commencé à étudier le tarot avec les majeurs du Marseille, mais j'ai jamais étudié les mineurs du Marseille. Donc, je sais qu'il y a des différences avec le rider. Aujourd'hui, je suis capable de tirer les cartes sans avoir besoin des illustrations du rider, mais les interprétations que je connais sont quand même liées au système du rider. Donc, quand il y a des différences, le Marseille, il y a une partie des cartes qui ont vraiment la même interprétation. Pardon, c'est mon GSM. Il y a une partie des cartes qui ont la même interprétation que le rider, mais il y a quand même une partie des cartes où l'interprétation est différente. Après, le principe de Marseille, c'est que en soi, on est libre de choisir. Il n'y a pas de représentation. Donc, si on veut interpréter le Marseille comme un rider, c'est notre droit. Évidemment, l'inverse est plus compliqué. Comment je vais faire? Je ne suis pas très organisée. Je vais switcher la caméra pour vous montrer les cartes. Ce sera plus sympa. Donc, je vous retrouve avec mon petit café au lait sucré. Dans une jolie tasse de chez, je ne sais plus si c'est Casa ou Action, qui n'est pas du tout de saison, vu que là on est presque fin mars et il y a toujours les petits sapins, mais moi j'aime bien. C'est bien Casa, j'ai regardé en dessous, mais vu que quand je fais des vidéos, je les fais toujours très longues, je préfère prévoir au cas où. Alors, donc, le tarot des petites âmes, comme je vous disais, donc c'est un Marseille revisité. Alors ici, donc, sur la boîte, donc, on voit apparaître ce que l'auteur appelle les petites âmes. Donc, c'est des petites silhouettes qui sont dégradées d'un blanc avec des petites rainures jusqu'à les rainures de plus en plus serrées, jusqu'à ce que la silhouette devienne complètement noire. Moi, c'est ça qui m'a attirée vers ce tarot, c'est que les silhouettes comme ça me fait penser à ce qu'on appelle les créatures de l'hiver, dans la mythologie des Moumines. Donc les Moumines, c'est une série de romans, bandes dessinées, dessins animés, des personnages du folklore, de la littérature finlandaise. Donc la Finlande, c'est un pays dont je suis extrêmement proche.
dont je me suis énormément intéressée à la culture. Et bah, c'est un intérêt, allez, c'est une œuvre qui m'a suivie toute ma vie, que j'ai commencé à aimer quand j'étais vraiment très très petite. J'avais 5 ans, je pense, quand j'ai commencé à aimer les Moumines. Donc ça a vraiment contribué à la personne que je suis aujourd'hui. J'ai jamais cessé d'aimer. Et donc, bah, moi, quand j'ai vu ces petites silhouettes, bah, directement, ça m'a attirée. Et donc, j'ai eu envie de découvrir ce tarot. Je n'en savais rien. C'est-à-dire que j'ai pas vu de review, j'ai pas tellement cherché à savoir ce que c'était. Je l'ai acheté un peu à l'instinct. À l'arrière, on voit juste ici quelques cartes. Je trouvais que ça avait l'air très mignon. Donc voilà, moi, je me suis laissée tenter comme ça, tout simplement. Donc sur le côté, vous voyez que c'est assez joli. Donc on a toutes ces petites couleurs qui sont reprises un peu partout le long de la boîte. Et ce que vous voyez ici aux 4 coins, c'est les couleurs qu'ils ont choisies pour les suites. Donc si je ne dis pas de bêtises, le bleu c'est les coupes, le gris c'est les épées, le vert c'est les deniers et le jaune orange ce sont les bâtons. Hops. Donc quand on ouvre, on a l'intérieur en ocre, on va dire, avec un joli petit livre. On va commencer par là. Le livre est en noir et blanc. Donc, une petite historique sur le tarot. L'auteur vous laisse assez libre de trouver vos propres interprétations, de tirer le tarot à votre manière. L'auteur propose sa vision à elle, mais ce n'est pas du tout en mode c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Je trouve ça assez très moderne comme manière de le présenter et très ouvert. Avec quand même des petits conseils, bah oui, avoir un lieu calme, conseil de ne pas retirer de l'âme du jeu, battre les cartes. Bon, ici, il parle de couper à la main gauche avant de tirer les cartes. Moi, personnellement, c'est pas du tout quelque chose que je fais. Voilà, il est possible de purifier ces cartes, mais c'est pas désordre, quoi. Donc, on présente d'abord les majeurs. Ce qui est spécial, c'est que pour chaque carte, donc il y a les éléments positifs et les éléments négatifs, mais c'est pas spécialement l'idée. Les positifs, c'est la carte à l'endroit, les négatifs, c'est la carte à l'envers. En tout cas, c'est pas spécialement ce que j'ai eu l'impression en lisant le livret, ni en tirant le jeu. J'ai plus l'impression que la manière dont le livre a été écrit, c'est vraiment dans l'idée que vous tiriez à l'endroit ou à l'envers, bah, c'est vraiment en fonction du contexte que vous allez trouver quel mot-clé répond le mieux à la question. Et en même temps, bon, je fais une vidéo qui n'est pas du tout dans l'ordre, il y a une proposition pour la lecture des cartes à l'envers que je trouvais très intéressante à la fin du bouquin. Bon, elle mentionne que quand on est tout débutant, c'est peut-être plus simple de ne tirer que à l'endroit. Mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'elle propose des pistes pour un tirage à l'endroit ou à l'envers. Donc dans le cadre du battleur, donc si c'est une réponse à une question, donc, ce qu'elle entend par un tirage positif, c'est par exemple quelles sont mes forces dans telle situation. Donc si la carte est à l'endroit et que c'est un élément positif, les réponses du battleur seraient j'ose, j'ai des ressources, je suis dynamique. Si c'est donc un tirage positif, donc on est toujours dans l'idée de, par exemple, mes forces, mais que la carte est à l'envers, ça peut vouloir signifier je fonce sans réfléchir, mais ça me réussit jusqu'à présent. J'expérimente sans me soucier du résultat. Par exemple, si c'est dans un tirage négatif, donc dans le sens une faiblesse, un problème, un obstacle, et que la carte est à l'endroit, ça peut vouloir dire je me disperse, je n'arrive pas à aller au bout de mes idées, ma témérité me met en danger. Et si c'est dans un tirage négatif, donc
quel est le problème, quel est le blocage et que la carte est à l'envers, ça peut vouloir dire je manque de courage, je planifie sans jamais me lancer, je reste statique. Bon, si on est débutant, ça fait peur, on se dit oulala, mais je vais jamais réussir à intégrer tout ça. Mais je pense que c'est quand même une bonne manière d'intégrer et de présenter l'endroit à l'envers et les forces et les blocages. En tout cas, moi, je trouve ça vachement pertinent. Donc, pour chaque arcane majeur, il y a une représentation de la carte en taille moyenne. Enfin, c'est petit par rapport à la carte, mais ça fait quand même plus de la moitié de la page. En noir et blanc. Et puis, une description de la carte et de ce qu'elle représente. Et des mots-clés en positif et en négatif. Donc, vous avez ça pour chaque arcane. Le mat, évidemment, en dernier, puisqu'on est dans une optique de Marseille. Donc, le mat n'a pas de numéro, ce n'est pas le numéro 0, c'est la carte sans numéro. Et donc, en soi, on peut le mettre au début, mais généralement, traditionnellement, dans le Marseille, on le met à la fin. Est-ce que l'arcane sans nom n'a bien pas de nom? Oui, il ne dit même pas... Moi, en vrai, j'aime bien quand il n'y a rien écrit. Il y a juste écrit le numéro et il n'y a pas de nom du tout. C'est le cas sur la carte, mais ici, ils ont écrit l'arcane sans nom. Et alors, la justice et la force... Oui, la justice est en 8 et la force en 11. On respecte bien la structure du Marseille. Même les mots, hein, par exemple, le 2, c'est la papesse. C'est pas la grande prêtresse. Donc, on est vraiment dans une optique d'aborder le tarot de Marseille. Donc, ensuite, elle explique les 4 familles pour les mineurs. Et il y a un petit mot sur la numérologie. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression, après je vous dis, pour les mineurs, je ne suis vraiment pas une experte en Marseille, mais j'ai l'impression que dans le Rider-Waite, il y a plus de souplesse vis-à-vis de la numérologie, ce qui n'est pas un problème puisqu'on peut s'aider de l'illustration sur la carte pour retenir et pour comprendre ce que veut dire la carte, tandis que dans le Marseille, on reste, j'ai l'impression, plus collé à la numérologie, entre guillemets, de base. Après, si vous êtes expert en Marseille, corrigez-moi si je me trompe. Alors, un petit résumé de ce que représentent les figures de cour. Et donc, on passe aux mineurs. Pour les mineurs, on n'a pas de mots-clés. On a de nouveau une petite représentation de la carte en noir et blanc et une description de la carte, donc de ce qu'on voit sur la carte. Et ce qui est bien fait, c'est que l'auteur explique pourquoi elle a choisi de représenter la carte comme ça, ce que chaque élément représente dans la carte. C'est pas très agréable à lire quand vous lisez le bouquin tout seul, mais je pense que sur le long terme, ça peut vraiment aider à retenir les significations. Allez, si on se retrouve avec le jeu et sans le livret à devoir tirer les cartes à quelqu'un d'autre, je pense que c'est une manière d'expliquer qui peut faire qu'on arrive sur le long terme à se débrouiller tout seul sans livret. Après, si vous êtes vraiment débutant en tarot, je trouve que... comment je peux dire ça? Je trouve que les textes sont parfois un peu vagues. Pour pas être trop orienté dans une seule direction, l'auteur part parfois un peu dans tous les sens. Donc, si vous êtes vraiment débutant en tarot, j'ai l'impression que ça va quand même un peu vous paumer. Donc, je ne le conseillerais pas à des tout grands débutants. Comme je vous disais, je le conseillerais plutôt à des gens qui ont bien l'habitude de tirer les cartes et qui se disent bon, maintenant j'ai envie de m'attaquer au Marseille, quoi. Alors, il y a des méthodes de tirage qui sont proposées. Je ne sais pas si c'est un problème de graphisme ou un problème de texte, mais par exemple, c'est pas très clair de savoir si vous devez faire 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Enfin, bon, ça paraît débile vu comme ça, mais je ressens pas toujours un... J'ai l'impression que le texte et l'image n'ont pas été faits en même temps.
et donc qui n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux de ce que ça voulait dire. Donc de nouveau, si vous êtes tout débutant, ça va un peu vous perturber. Bah, si vous êtes plus loin, simplement, si vous avez l'habitude, vous vous direz, ben voilà, moi je décide que telle carte représente ça, telle carte représente ça, et vous allez passer au-dessus, quoi. Mais quand on n'a pas du tout l'habitude, j'ai l'impression que ça peut être un peu perturbant. Le tirage en carré est super chouette, très bien expliqué. Et ben, enfin, je ne sais pas si c'est... Parce que je vous avoue, je ne connais pas par cœur le tirage en carré, mais j'ai l'impression que il est plus intéressant que d'autres tirages que j'ai déjà vu expliquer. En tout cas, ça, je vous le conseille vraiment. Et puis, il y a un tirage qui est, entre guillemets, spécifique, qui a été inventé par l'auteur, avec un majeur, enfin une majeure et 3 mineurs. Et ça, je trouvais ça très sympa. Donc ici, c'est comment lire une carte à l'envers. Conclusion, puis un mot de l'auteur, oui. Et voilà. On va passer aux cartes. Bien, ça fait 13 minutes, on n'a même pas encore regardé les cartes. Alors, normalement, les tranches sont blanches. Moi, j'ai commencé à les faire en gris. Et j'ai pas encore fini. Parce qu'en fait, j'ai choisi un marqueur qui marche pas super bien et donc ça met énormément de temps. Et bon, c'est pas très régulier. Perso, ça me dérange pas. Donc, mon intention, c'était de faire un... Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Donc, de faire un continuum avec la bande grise qu'il y a ici, pour que quand on regarde comme ça soit la suite logique. Je trouve que ça donne assez bien. Peut-être qu'en vidéo, c'est pas ouf, mais moi, j'aime assez bien. De toute façon, je déteste les tranches blanches, donc dès que je peux les colorer, je le fais. Les cartes sont glossy. Vous voyez, elles glissent pas mal entre elles. Oui, elles glissent quand même beaucoup. Ça peut être un peu perturbant si vous tirez sur une surface qui n'est pas plate. Donc à l'arrière, on a cette petite âme avec toutes les petites couleurs qui l'entourent. D'un point de vue qualitatif, les cartes sont souples. Elles reprennent pas trop mal leur position. Moi, je vous avoue, comme je les bats en shuffle, je les fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens pour qu'elles s'abîment pas trop quand même, parce que j'ai pas envie d'avoir un jeu tout tordu. Mais la qualité est bonne et les cartes sont quand même assez souples. Moi, j'aime bien quand les cartes sont souples. Et d'un point de vue taille, j'arrive à les prendre. Bon, j'ai des petites mains. J'arrive à les prendre, mais j'arrive pas à prendre tout le paquet. Donc, quand je dois le shuffler, enfin le battre, soit je garde à la base un gros paquet et puis je ne fais que brasser ce que j'arrive à prendre, soit je le prends par le haut. Je l'avais remis dans l'ordre pour l'étudier. Voilà, on va le regarder comme ceci. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Les dessins sont très mignons et on a un peu différents, peut-être pas trop différents encore, mais en tout cas on a une certaine diversité ethnique, on va dire. Pour le battleur, on a bien cette notion de faire un spectacle avec la colombe sur son chapeau. On a quand même peut-être un peu cette notion de magicien. Et donc les petites âmes, c'est son public. Souvent, les petites âmes, c'est les personnes qui vont assister à la scène. Oui, mon amour. Mais je suis occupée, mon cœur. Oh oui. Alors, la papesse, on a un peu comme une sorte de... Je pense pas que c'est une grand-mère. Enfin, c'est plutôt... donc, une dame. On a un peu comme une dame qui fait la lecture peut-être à des enfants dans une bibliothèque. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque.
Donc l'impératrice, on a la notion de maternité puisque donc la dame est enceinte. On a aussi cette notion de gestion, d'intellect, d'organisation, on imagine en tout cas qu'elle est en train de travailler, qu'elle est peut-être même chef d'entreprise dans la mode, donc puisqu'elle choisit parmi un échantillonnage de couleurs. L'empereur, c'est le capitaine du navire, avec les petites âmes qui sont à ses ordres. Pour le pape, on a cette notion... je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est vraiment une personne fort âgée, donc avec une longue barbe blanche, son visage est tout ridé. Donc c'est quand même l'idée de la personne qui a vu beaucoup de choses. Et il y a peut-être aussi une notion que c'est un grand honneur de recevoir sa validation. Je la trouve chouette, la carte de l'amoureux, parce que donc on a ce couple ici qui est formé, et on a un troisième personnage qui regarde dans leur direction, et le couple regarde dans sa direction à lui aussi, mais en fait c'est pas très clair si c'est la fille qui regarde le garçon ou si c'est les deux garçons qui se regardent et même qui regardent Enfin voilà, on peut, selon qu'on est hétéro, bi ou homo, on peut y voir ce qu'on veut. Avec éventuellement aussi la notion de peut-être de pas assumer ses choix, hein, puisque j'ai eu un petit souci avec mon GSM, donc je suis passée à une autre caméra. On peut pas parler de choix, hein, dans le fait d'être hétéro ou bi ou gay, mais en tout cas, il y a un choix dans la notion de s'assumer. J'aime bien aussi le petit chat qu'on voit en arrière-plan. Pour le chariot, on a une vision beaucoup plus moderne avec les deux motos. Bon, évidemment, le personnage ne va pas conduire les deux motos en même temps, mais on a cette notion d'aller vers l'avant, d'être plein d'énergie et le besoin de maîtriser aussi son véhicule. La justice qui est aveugle. L'ermite que je trouve très intéressant parce qu'en fait donc on voit qu'il vient vers nous. C'est pas en général on n'a pas l'habitude de voir l'ermite représenté dans ce sens-là. En général il va vers la gauche, pas nécessairement dans l'idée qu'il va vers le passé, mais dans l'idée qu'il rentre en lui-même. Ici c'est intéressant de le voir venir vers nous parce que ça le rend beaucoup plus actif en fait quelque part. Et donc à l'arrière on a les petites âmes qui on ne sait pas très bien si elle le regarde partir ou moi j'imaginerais presque qu'elle parle sur son dos. Et donc moi ça me propose un peu l'idée d'être du vieux fou, dans l'idée aussi d'être tout seul, d'être convaincu qu'on a raison, mais d'être le seul à le penser. Et donc peut-être qu'il part à la découverte de preuves ou d'éléments pour prouver qu'il a raison. Ou peut-être qu'il s'en fiche complètement que les petites âmes ne soient pas d'accord avec lui et que finalement la seule chose qui compte pour lui c'est d'être en paix avec lui-même. Pour la roue de fortune, on a donc la représentation d'une roue dans un casino. Donc dans l'idée du hasard, le fait de ne pas savoir ce qui va arriver. Après, moi, j'aime bien l'idée de la récurrence dans la roue de fortune. Donc la force avec cette jeune femme et son grand chien. Le pendu que je trouve très sympathique et très rigolo. J'aime bien l'idée
L'idée que tout autour, on a les petites âmes comme si c'était peut-être les gens qui jugent le fait qu'ils soient hors normes, le fait qu'ils fassent quelque chose de différent des autres gens. Mais lui, il assume complètement. On voit qu'il est très serein, euh, entre serein et un peu détaché, comme s'il n'avait pas besoin, un peu comme l'ermite en fait, qu'il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour garder son point de vue. Et on voit aussi que les pommes ne sont pas encore mûres sur l'arbre, tandis que celle que lui a été capable de décrocher, elle a l'air mûre. L'arcane sans nom sous forme de squelette, assez traditionnel hein, au final. Pour la tempérance, on a un barman, représenté avec des ailes d'ange, le diable. J'ai eu cette carte lors d'un tirage compliqué que j'aurais probablement pas dû me tirer les cartes à moi-même pour cette question, mais bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup c'est une carte que j'ai un peu de mal à comprendre dans ce jeu-ci. Je me souviens que dans le livret, ils expliquaient que plus les petites âmes étaient proches du diable et plus elles étaient foncées dans l'idée que par, euh, par leur côté passionné et hypnotisé par fasciné par le diable, que ça les plongeait dans leur propre profondeur. La maison Dieu, avec une épaisse fumée noire, l'étoile, où on voit on est quand même clairement en pleine ville. Hein, on n'est pas au milieu de la campagne ou en pleine oasis comme est souvent représenté l'étoile. Mais c'est un petit espace de nature au cœur de la ville. La lune. Bon, on n'a pas l'écrevisse qu'on voit habituellement et souvent c'est un chien et un loup. Ici, je pense que c'est surtout deux chiens qui dorment paisiblement l'un avec l'autre. Alors, ce qui est chouette, c'est que la carte du soleil, c'est l'idée que c'est au même endroit, euh, mais que l'eau a descendu pour révéler le fond. Et on a ces deux enfants qui jouent. J'aime bien les effets qu'ils ont mis sur qu'elle a mis sur le soleil et la lune. Le jugement. Ce que j'aime bien, c'est qu'on dirait que on dirait que c'est les petites âmes qui ont peint euh, une, une femme, un personnage, et que finalement elles se sentent jugées par leur propre création. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est la question qu'est-ce que mon œuvre dit de moi? Quelle facette de moi-même est-ce qu'elle révèle? Des choses qu'on aurait envie ou qu'on n'aurait pas envie qu'ils se sachent. Le monde. Donc on a, comme d'habitude, la jeune femme. Et au lieu d'avoir aux quatre coins de la carte les quatre éléments, ici, les quatre éléments sont représentés par quatre petites âmes qui sont ces musiciens. Puis on a le mat, qui va évidemment dans l'autre sens que la foule, avec son petit chien. Et qui, au lieu d'aller vers la ville, donc comme l'exode rural qui est le plus courant aujourd'hui, non, elle se dirige vers la forêt. Donc on arrive sur les mineurs. Donc comme je vous disais, on a le fond bleu pour les coupes, le fond gris pour les épées, le fond jaune pour les bâtons, un jaune orange ocre,
et le fond dans les teintes de vert pour les deniers. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Je me souviens que dans le livret, enfin, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je pense que je me souviens que l'idée d'habitude, le 3 de coupe, c'est la réjouissance, c'est la joie, c'est l'amitié, c'est faire la fête. Et ici, c'était l'idée, quelque part, que c'est toujours la même personne qui prend, qui récolte tout au détriment des autres. Donc ça, c'était peut-être une manière de le voir de manière plus négative. Le 4 de coupe. Je vais vous donner un exemple de ce que dit le livret. Avec ses coupes alignées et les bulles pétillantes de la boisson, le 4 de coupe symbolise une certaine joie et une forme de stabilité émotionnelle. Le temps est aux réjouissances et les coupes pleines qui attendent d'être consommées invitent à profiter de ce calme retrouvé. Malgré tout, le dernier des verres semble prêt à déborder. Cela peut s'interpréter dans une version plus négative de la carte, comme une fêlure émotionnelle que l'on voudrait oublier, mais qui menace de tout submerger. Vous voyez, c'est ici, ce 4e verre. Donc vous voyez, à la fois c'est très subtil, dans le sens où c'est pas la première chose que vous voyez quand vous découvrez la carte, mais après avoir lu le livret plusieurs fois, peut-être qu'on pourra repenser plus facilement à ce détail. C'est dans ce sens-là que c'est un Marseille, dans le sens où on ne voit pas les gens faire la fête, on ne voit pas la stabilité émotionnelle, mais l'auteur explique ce qu'elle a voulu représenter par ce dessin. Le 5 de coupe. Je me souviens que par exemple celui-là c'était fort différent du rider. Donc ici l'auteur propose donc c'est la représentation des regrets et des chagrins, donc au fur et à mesure qu'une relation évolue. Il y a l'idée d'une accumulation avec les coupes qui se remplissent, qui se brisent, qui se fêlent. Et l'idée que la 5e coupe reste intacte. C'est l'idée que une issue positive est possible, mais que ça va demander un certain lâcher-prise. Donc, voilà, c'est en ça que je trouve que, par exemple, c'est une interprétation un peu compliquée. C'est qu'il y a des éléments, et puis il y a toujours la note un peu différente. Je trouve ça très intéressant, mais je pense que quand on connaît pas du tout le tarot et qu'on débute, on a envie de se dire, oui, mais du coup, quoi, je suis un peu paumée, en fait. C'est mon impression. Après, peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous, mais voilà. Le 6 de coupe. Donc, ici, par exemple, je ne vais pas vous le faire pour chaque carte, hein, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures, mais ici, par exemple, ce que l'auteur proposait, c'était l'idée que, comme au fur et à mesure qu'on va d'une coupe à l'autre, le liquide change légèrement de couleur, ça symbolise le passage d'un état émotionnel à un autre au fur et à mesure de l'expérience. Et ça, par exemple, en tout cas à ma connaissance, c'est quand même pas l'interprétation qu'on donne dans le rider. Le 7 de coupe. Le 8. Vous voyez, les dessins sont quand même très divers. Ça raconte quelque chose. Après, sans le livret, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment le temps de s'approprier. C'est pas un jeu, ou alors vous utilisez le livret, hein, mais c'est pas un jeu qui sera immédiat. Alors pour les personnages de cour, au sein d'une même suite, ils ont tous un habit de la même couleur. Donc pour les coupes, vous avez le fond bleu et les habits sont toujours dans ces tons un peu corail. Donc le page, le cavalier,
la reine et le roi, qui est très rigolo, je trouve. Alors, on passe à la suite des épées. Donc, on a le fond gris avec des touches de vert à chaque fois. Le 2, le 3. Pour moi, le 3, c'est vraiment la carte où on peut se rendre compte du fait qu'on n'est pas sur l'interprétation traditionnelle du rider, puisque la manière dont moi j'ai compris le 3 d'épée dans le rider, c'est un bouleversement émotionnel lié au chagrin. Donc la mort de quelqu'un, la fin d'une histoire. Donc c'est un grand bouleversement émotionnel qui amène un énorme chagrin. J'ai déjà lu dans certaines interprétations du Marseille qu'il était vu comme une réussite, comme un triomphe, comme quelque chose dont on peut être fier, donc ce qui est clairement très, très différent. Et ici, c'est encore autre chose. Donc c'est en ça que je vous dis, je ne sais pas à quel point c'est vraiment un Marseille, enfin c'est ouvertement dit que c'est un Marseille revisité. Et je pense que c'est revisité même plus en profondeur. C'est pas uniquement visuellement que c'est revisité, c'est aussi retravaillé dans les interprétations. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Puisqu'ici, donc, l'auteur dit le 3 d'épée est particulièrement difficile à lire seul. En effet, c'est la carte de la création de nouvelles ressources mentales, symbolisée par un arbuste portant 22 fruits. Ces fruits sont les 22 arcanes majeures. Il faudra donc adapter la lecture de sa carte aux lames présentes dans le tirage. Il est cependant possible de s'attarder sur les 3 couteaux plantés de façon hasardeuse. Sont-ils présents pour protéger ou pour menacer ces fruits tout juste éclos? Voilà, moi je vous avoue, je suis un peu paumée avec ça. Je trouve ça très intéressant, mais moi je suis un peu paumée. Alors le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Là, par exemple, c'est une carte dans laquelle on retrouve la même notion que dans le rider, avec l'idée de un peu de la trahison, hein, planter des couteaux dans le dos. Pour moi, on retrouve le même genre d'interprétation que dans le rider. Le 8. Le 9. Et le 10. Alors, donc pour les arcanes, les cartes de cours, donc je vous dis la couleur complémentaire, c'est le vert. On a le valet. J'aime bien ces petites bottes vertes. J'aime bien les bottes vertes. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors, pour la série des bâtons, donc le bâton est symbolisé par des lampadaires dans lesquels on a à chaque fois un feu donc pour éclairer. Le 3. Pour moi, il y a quand même un très grand travail de recherche de comment on va représenter la signification de la carte, tout en restant quand même dans quelque chose de très sobre et de très simple, parce que ça reste quand même à Marseille. Vous n'avez finalement que vos 4 bâtons, bon, qui sont des réverbères, mais vous n'avez que vos 4 bâtons. Quand vous lisez le livret, bah oui, c'est logique, et vous arrivez à retenir.
Mais je pense que ça a été un gros travail de créer ça. Pour le 5 de bâton, ça m'avait marqué, donc j'aimerais bien vous en parler. Comme tous les 5, cette carte se rapporte à l'idée d'une évolution. Elle est aussi très marquée par le passage des conflits et des épreuves qui permettent de grandir et de s'épanouir. Il conviendra donc au consultant de choisir le sens de lecture de la carte en fonction de ses tirages. De gauche à droite, si ces conflits le marquent et l'épuisent à petit feu, ou en profondeur, du fond de la carte vers le premier plan. Le feu augmente alors, montrant notre capacité à sortir plus fort au plus vif des épreuves. Voilà. Le 6, avec l'idée que la flamme va de l'un à l'autre et peut-être donnée comme une sorte d'échange. 7. Le 8. Le 8 est fort différent si je me souviens bien. Ici, on parle plutôt de confusion. L'idée d'avoir de l'énergie et de la motivation, mais un sentiment d'être un peu perdu en fait. L'idée que chaque flamme est une opportunité. Moi, ça me fait plus penser au 7 de coupe plutôt. Mais voilà, du coup, je pense que c'est plus une interprétation de Marseille. Le 9 de bâton. Et le 10. Ensuite, donc le valet. On a des habits dans les tons rouge-orange. Il pleut dehors. Le valet qui fait très un peu Oliver Twist, je trouve. Le cavalier que je trouve très étrange, la manière dont il se cramponne à son réverbère. Et je me souviens qu'en lisant le livret, j'étais confuse. La reine, je trouve très sensuelle. Et le roi. J'aime bien le fait que on ne sait pas très bien si c'est lui qui enflamme le sol ou s'il marche sur le feu, mais j'aime bien la représentation. Et ensuite, les deniers, donc qui sont dans les teintes de vert, qui vont donc du vert jusqu'au brun. Ici, la notion d'équilibre, et que si on en retire un, bah, l'autre va dégringoler, donc l'équilibre des deux est important. Le 3, où c'est pas tellement la notion de travail d'équipe, c'est plus la notion que un travail est nécessaire pour découvrir un potentiel trésor. Et qui est, si je me souviens bien, oui, c'est l'idée dans le 4, on a, grâce à la serpe, on a coupé toutes les herbes et donc on récolte le fruit de notre labeur. Le 5 avec une évolution, mais aussi la difficulté de passer de l'un à l'autre. Le 6 qui, si je me souviens bien, donc elle parle du fait de... On peut vraiment lire la carte dans deux directions. Donc, soit on est en train de déterrer un trésor pour en faire profiter les autres. Donc, on est sur la générosité. Mais on peut aussi le voir dans l'autre sens, où on est en train d'enterrer son trésor pour le garder pour soi. Donc, la notion d'avarice. Moi, j'ai toujours un souci avec le 6 de denier. Hein. Même dans le rider, j'ai l'impression qu'on parle plus d'être près de ses sous que d'être très généreux. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10.
qui peut aussi, je me souviens, elle explique qu'il peut aussi être lu de deux manières différentes. Donc, soit c'est l'idée, dans notre bourse, on cumule tous les écus qui y tombent, soit on peut lire aussi l'idée que ben, notre bourse est très vite remplie et donc on en est à laisser s'échapper tout ce qui n'y rentrera pas. Donc, il y a toujours cette notion de endroit en vert. Et si vous regardez sur chaque pièce, il y a donc il y a des petits ronds. Et sur chaque pièce, il y a un petit rond en plus. Donc ici, on en a un, là, on en a deux, trois. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte, il y en a de plus en plus. On termine avec les personnages de cours qui sont dans les tons verts. Très jolie la suite des deniers. Bon, après, j'adore le vert, donc c'est pas moi qui vais dire l'inverse. Le valet. Le cavalier, que j'aime beaucoup. Mais j'aime toujours bien le chevalier de denier. La reine, qui est très douce. Et le roi. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui pour la découverte de ce tarot. J'espère que ça vous aura plu. Ma caméra n'est pas droite du tout, mais j'y arrive pas. Donc, bah voilà, vous aurez une caméra pas droite. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'était intéressant. J'ai pas énormément détaillé chacune des arcanes. En même temps, j'avais pas envie d'une vidéo qui dure 4 heures comme d'habitude. J'espère que ça aura pu vous aider à vous décider si ce jeu est fait pour vous ou non. Je vous avoue que je suis moi-même assez partagée par rapport à ce jeu parce que je vois clairement l'intérêt que ça peut avoir pour aider à l'étude du Marseille. Mais bah, les tirages que j'ai faits avec lui étaient compliqués. Après, bon, c'est parce que j'ai posé des questions compliquées. Mais du coup, je me sens pas encore très à l'aise avec lui. Je sais pas si je peux lui faire confiance quelque part. Donc je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour être vraiment à l'aise avec lui et bien l'utiliser. Ben, dites-moi si vous l'avez, dites-moi comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez vraiment avec les interprétations du livret, ou si vous avez trouvé votre manière de travailler, votre manière de comprendre les dessins, ou bien si vous l'employez soit comme un Marseille classique, soit comme un Rider classique. Dites-moi si vous le connaissiez, si peut-être que je vous ai donné envie de l'acquérir. Peut-être que justement là, vous vous êtes dit, oh, bah non, c'est pas du tout pour moi. Voilà, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, mais c'est pas encore un compagnon. Je lui fais pas encore complètement confiance. J'espère que c'est pas. Bah, je dis pas ça de manière négative par rapport au travail de l'artiste. Je trouve que c'est un très beau travail et c'est un jeu qui vaut vraiment la peine d'être vu. Mais voilà, clairement, moi, il va me falloir plus de temps pour être bien à l'aise avec lui. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.